Ma mère était assise au 3e rang lors de la soirée parents-professeurs. Joignant et séparant ses mains sur ses genoux, regardant mon père pousser un seau de balai dans le couloir, devant la porte ouverte de la salle de classe. Il portait son uniforme de concierge de la marine avec l'écusson de nom où il était écrit Clyde en lettres blanches. Ses bottes grinçaient sur le linoléum. La serpillière faisait le bruit qu'elle faisait toujours. Ce lourd clapotis humide contre le sol que je pouvais entendre depuis 2 salles de classe plus loin. Ma professeure, Madame Carmichael, était en train d'expliquer le programme scientifique de 7e année lorsque mon père est apparu dans l'embrasure de la porte pour vider la poubelle. Il a fait un signe de tête à ma mère. Elle n'a pas répondu. Elle a regardé le sol. 23 parents dans cette pièce et chacun d'eux a regardé mon père retirer le sac poubelle de la corbeille, le nouer et l'emporter. Personne n'a dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Le silence disait tout. C'était un mardi d'octobre. Ma mère est partie un vendredi 2 novembre. Elle se tenait dans la cuisine avec une valise et une housse à vêtements et la posture spécifique d'une femme qui s'était préparée à ce moment. Pendant des années. Il lave les sols, Gavin. Il nettoie les toilettes. Il se met à genoux et frotte les sols pendant que les professeurs de ses propres enfants le contournent. Je me suis assise dans cette salle de classe et je l'ai regardé vider la poubelle pendant que Madame Carmichael parlait de ton potentiel. Elle a pressé ses doigts contre ses yeux. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas m'asseoir à la soirée parents-professeurs et le regarder transporter des sacs poubelles devant la salle où les notes de mon fils sont discutées. Mon frère, Bryce, 15 ans, était déjà dans la voiture. Il était dans la voiture depuis 20 minutes. Il avait fait ses valises avant qu'elle ne me le dise. Il savait avant moi. Ils en avaient discuté, tous les deux, lors de conversations dont je ne faisais pas partie. Dans les heures après l'école où je faisais mes devoirs et Bryce était dans sa chambre avec la porte fermée et ma mère était au téléphone avec sa sœur à Chamberg, parlant de ce qu'elle méritait et de ce qu'elle avait accepté et de ce qu'elle allait faire à ce sujet. Mon père n'était pas à la maison. Il était au travail. Son quart de travail allait de 14h à 22h. Et il était 19h30 quand ma mère s'est tenue dans la cuisine et m'a dit qu'elle quittait l'homme qui lavait les sols du collège Lincoln pour 13,65 $. 65 cents de l'heure. Elle est partie en voiture. Bryce n'a pas fait signe. Il n'a pas regardé en arrière par la lunette arrière. Il avait déjà commencé le processus de devenir quelqu'un dont le père n'existait pas. Un processus qu'il achèverait au cours des 20 années suivantes avec la minutie d'un homme qui efface sa propre histoire. Mon père est rentré à 22h30. Il sentait la cire de sol et le nettoyant industriel. L'odeur qui habitait ses vêtements et son camion. Et le placard du couloir où il accrochait sa veste. L'odeur que j'avais cessé de remarquer il y a des années parce que c'était l'odeur de la maison. Il a vu les crochets vides près de la porte. Il m'a regardé, assis à la table de la cuisine. Il a posé sa boîte à lunch sur le comptoir. Elle est partie. Oui, Bryce avec elle. Il est resté là un instant, toujours en uniforme, tenant toujours ses clés. Le trousseau de 47 clés qui ouvrait toutes les portes du collège Lincoln. Chaque salle de classe, chaque placard, chaque débarras, chaque bureau. Il a posé les clés sur le comptoir à côté de sa boîte à lunch et a dit, « As-tu mangé ? » « Non. »« Viens, je vais faire des croque-monsieur. » Il a fait des croque-monsieur. 2 sandwichs chacun avec de la soupe à la tomate en conserve. Nous avons mangé à la table de la cuisine et la maison était calme et le réfrigérateur bourdonnait et quelque part à Chamberg. Ma mère déballait une valise dans la chambre d'amis de sa sœur et commençait l'histoire qu'elle raconterait pendant les 20 années suivantes à propos du mari qui lavait les sols. Et de la vie qu'elle avait eu le courage de quitter. Je ne suis pas parti.
J'avais 12 ans et je ne suis pas parti. Non pas parce que je comprenais la loyauté ou le sacrifice ou les mathématiques à long terme du fait de rester. Parce que le croque-monsieur était chaud et l'homme qui l'avait fait était mon père et les clés sur le comptoir signifiaient qu'il serait de retour au collège Lincoln demain après-midi à 14 h et que le monde continuerait de tourner. Comme il l'avait toujours fait. Moins de personnes qui avaient décidé qu'il ne tournait pas assez vite. Je m'appelle Gavin Tierney. J'ai 34 ans et l'homme qui nettoyait les sols de mon école a amassé 27,5 millions de dollars pendant que tout le monde le contournait. Mon père, Clyde Tierney, est né à Berwyn, Illinois, dans un bungalow à 2 chambres, dans un quartier où toutes les maisons se ressemblaient et où tous les pères travaillaient de leurs mains. Son père installait des fours. Sa mère tenait la caisse d'un Walgreens jusqu'à ce que ses genoux lâchent. Clyde a obtenu son diplôme du lycée Morton West en 1987. Il a essayé 6 mois de collège communautaire, a abandonné lorsque son père a eu une crise cardiaque et que quelqu'un a dû reprendre les tournées d'installation de fours. Il a installé des fours pendant 4 ans. Il a coulé du béton pendant 2. Il a conduit un camion de livraison pendant 1 an. Il a travaillé à l'entretien d'un entrepôt pendant 3 ans. Il ne construisait pas une carrière. Il construisait un ensemble de compétences qu'il ne déploierait pleinement que 10 ans plus tard. Il a pris le poste de concierge au collège Lincoln en 1996. Il avait 27 ans. Le district recrutait. Le salaire était de 13,65 $ de l'heure avec des avantages sociaux et une pension. Et l'horaire était de 14 h à 22 h avec des étés largement libres. 3 mois d'été, 2 semaines à Noël, 1 semaine au printemps. Plus de temps libre que n'importe quel employé de bureau en Amérique. Personne n'y pensait de cette façon. Il pensait au seau de balai et à la brosse des toilettes et au sac poubelle et aux genoux sur le sol et ils en ont conclu que Clyde Tierney s'était contenté du plus bas échelon parce que le plus bas échelon était tout ce qu'il pouvait atteindre. Il a épousé ma mère Lorraine en 1998. Elle avait 24 ans, réceptionniste dans un bureau d'assurance, organisée et ambitieuse à la manière des femmes qui ont grandi en voyant leur mère faire des compromis. Elle a épousé Clyde parce qu'il était stable et gentil et parce que les avantages étaient bons et parce qu'elle croyait à 24 ans que stable et gentil suffisait. Ils n'ont pas suffi. Pas après que sa sœur ait épousé un directeur des ventes et déménagé dans une maison coloniale à 4 chambres à Chamberg. Pas après que ses amis du lycée aient commencé à publier des rénovations de cuisine et des photos de vacances sur Facebook. Pas après que la distance entre sa vie et la leur soit devenue une blessure qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de toucher. Bryce est né en 1998. Je suis né en 2000. Au moment où j'avais 8 ans, l'érosion avait commencé. Ma mère a cessé de dire Clyde travaille à l'école et a commencé à dire Clyde travaille pour le district, ce qui sonnait administratif jusqu'à ce que quelqu'un demande ce qu'il faisait et qu'elles doivent dire le mot au concierge. Qui est le mot que les gens utilisent au lieu de gomme de ménage quand ils essaient de faire passer ça pour quelque chose que ce n'est pas. Le pire pour elle, c'était la visibilité. Clyde ne travaillait pas dans un entrepôt ou une usine ou un sous-sol. Il travaillait dans une école, un bâtiment public rempli d'enfants, de parents et d'enseignants qui connaissaient tous son nom, son travail et son uniforme. Chaque réunion parents-professeurs, chaque pièce de théâtre scolaire. Chaque concert de vacances, chaque événement sportif. Il y avait Clyde, lavant, vidant les poubelles, installant des chaises pliantes, les retirant, visible, inévitable, permanent. Il faisait partie du bâtiment, de l'infrastructure. Aussi essentiel que la plomberie, et aussi invisible que le câblage jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. À ce moment-là, tout le monde savait exactement qui il était et exactement ce qu'il faisait et exactement à quel point il avait peu pensé à lui auparavant. Bryce a absorbé l'embarras comme les enfants absorbent tout ce que leurs parents irradient.
Il était plus âgé. Il comprenait ce que les autres enfants voulaient dire quand ils disaient « ton père est le concierge » avec cette inflexion particulière, celle qui est techniquement une question, mais qui est en réalité un verdict. En 8e année, il avait cessé de dire aux gens ce que son père faisait. En 9e année, il avait cessé de parler à son père presque entièrement. Il mangeait à dîner dans sa chambre. Il partait tôt pour l'école afin de ne pas avoir à marcher avec moi parce que marcher avec signifiait potentiellement être vu dans le couloir où notre père travaillait, le couloir où notre père lavait, le couloir qui sentait notre père. J'étais différent. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'étais plus jeune et que j'avais 2 ans de moins de contamination. Peut-être parce que quelque chose dans mon câblage répondait à la fréquence de mon père, la fréquence d'un homme qui fait son travail sans s'excuser et rentre chez lui et fait des croque-monsieur et n'a pas besoin que le monde valide ce qu'il sait déjà de lui-même. Quelle que soit la raison, je n'étais pas gêné. Je n'étais pas fier. Non plus. Pas à 12 ans. J'étais neutre. Mon père lavait les sols. D'autres pères conduisaient des camions ou vendaient des assurances ou géraient des magasins. Ce sont des faits, pas des jugements. Je ne comprenais pas encore que la plupart des gens ne peuvent pas faire la différence. Après le départ de ma mère, j'entrais au collège Lincoln tous les jours en sachant que mon père était quelque part dans le bâtiment. Sachant qu'à tout moment, je pouvais tourner un coin et le voir pousser le seau de balai ou transporter une échelle ou agenouiller sur le sol avec une clé à molette, réparant une fuite sous un évier. Les autres enfants le savaient aussi. Ils l'avaient toujours su. Mais après le départ de ma mère, la connaissance est devenue plus nette, plus pointue, parce que maintenant j'étais l'enfant dont la mère avait quitté le concierge, ce qui faisait de moi l'enfant dont le père n'était pas seulement un concierge, mais un concierge qui avait été quitté. Ce qui est en quelque sorte pire, comme si le départ confirmait ce que le seau de balai suggérait. La 8e année était supportable. Le lycée était plus difficile. Je suis allé au lycée Jefferson, où mon père a été transféré. Lorsque le collège Lincoln a regroupé son personnel d'entretien, il a demandé le transfert. Il m'a dit que c'était parce que les horaires étaient meilleurs. Je pense que c'était parce qu'il ne voulait pas que j'entre chaque jour dans un bâtiment où tout le monde connaissait notre histoire. Une nouvelle école, un nouveau départ, juste un autre conciergeant. Uniforme de la marine avec un écusson de nom et un seau de balai et 47 clés sur un anneau. Mais les adolescents sont des détectives de la faiblesse. En 2 mois, quelqu'un a fait le lien. Tierney comme le concierge Tierney. Et ça a recommencé. Les regards, les blagues, le silence qui tombe quand vous entrez dans un groupe qui parlait de vous. Un garçon nommé Cody Brigg en a fait son projet personnel de mentionner le travail de mon père à chaque occasion. À la cafétéria, dans le couloir, dans le vestiaire. Et Tierney, dis à ton père qu'il y a une fuite dans la salle de bain. Et Tierney, ton père a manqué un endroit. Et Tierney, c'est une serpillière dans ton casier où ton père a encore laissé ses affaires? Je n'ai jamais répondu, pas une seule fois. J'avais appris de mon père que le silence est sa propre réponse et que les personnes qui ont besoin de le remplir sont celles qui ont un problème. Mon père et moi avons développé un rituel. Chaque soir après la fin de son quart de travail à 22 heures, je conduisais à l'école et nous mangions ensemble. Pas à la maison, à l'école, dans le local de fourniture du concierge. Le local de fourniture était un espace de 12 par 15 pieds au bout du couloir et derrière le gymnase. Mur en béton. Lumière fluorescente, étagères industrielles empilées de produits de nettoyage, d'essuie-tout, de cire à plancher, de sacs poubelles, et de l'assortiment particulier de produits chimiques qui maintiennent une école publique en fonctionnement. Ça sentait le nettoyant pour pain et l'eau de javel. Et le goût métallique du polisseur de plancher que mon père rangeait dans le coin.
Il avait installé une table pliante entre les étagères, 2 chaises pliantes, et une petite radio syntonisée sur la station de rock classique. Il y avait un micro-ondes sur une étagère que le district avait installé pour le personnel d'entretien et un mini-réfrigérateur qu'il avait apporté de la maison. Chaque soir, j'apportais le dîner. Pendant le lycée, c'était de la restauration rapide ou des sandwichs. Pendant l'école professionnelle, j'ai commencé à cuisiner du chili, des pâtes, du ragoût dans un thermos, du poulet frilé. Bonne soirée. J'arrivais à 21h45, je posais la nourriture sur la table pliante, et j'attendais que mon père termine sa dernière inspection. Il arrivait. À 22h, accrochait ses clés au crochet près de la porte, se lavait les mains à l'évier de service, et s'asseyait en face de moi. Nous mangions entre les seaux de balai et les produits de nettoyage et les piles de serviettes en papier. Et c'était le meilleur restaurant où j'ai jamais été. Nous parlions de tout et de rien. Sa journée, ma journée, les Cubs, la météo, la famille au bout du pâté de maison qui se disputait encore. Nous parlions du bâtiment. Mon père connaissait le lycée Jefferson comme un chirurgien connaît l'anatomie. Chaque tuyau, chaque fil, chaque mur porteur, chaque fissure dans les fondations, chaque endroit où le toit fuyait en cas de forte pluie. Il pouvait diagnostiquer un problème de plomberie par le son que faisaient les tuyaux. Il pouvait vous dire quelle salle de classe avait une prise défectueuse par la façon dont les lumières scintillaient dans le couloir. Il connaissait le bâtiment avec ses mains et ses oreilles et son nez. Comme on connaît un corps dans lequel on a vécu pendant 30 ans. Certains de mes meilleurs souvenirs sont les plus simples. Un jeudi 2 janvier 2014, quand un tuyau a éclaté au 2e étage et a inondé l'aile scientifique. J'avais 16 ans. J'ai conduit jusqu'à l'école à 23h parce que mon père a appelé et a dit qu'il avait besoin d'aide. Nous avons passé 4 heures dans l'eau glaciale jusqu'aux chevilles à fermer des vannes et à utiliser des aspirateurs à eau et à récurer jusqu'à ce que le couloir soit suffisamment sec pour marcher. Nous n'avons pas parlé. Nous avons juste travaillé côte à côte. Comme nous le faisions toujours. À 3h du matin, assis dans le local de fourniture avec des chaussettes mouillées et du café du distributeur, il m'a regardé et a dit, « Tu n'étais pas obligé de venir. » J'ai dit, « Toi non plus. » Il a ri. C'était le plus beau son du monde. Un mardi de mai 2017. Je venais de décrocher mon premier gros contrat de plomberie, un projet de nouvelle construction à Riverside, 12 000 $. J'ai apporté un steak au local de fourniture. Un vrai steak de boucher, cuit à la maison et gardé au chaud dans du papier aluminium. Mon père l'a déballé, l'a regardé, puis m'a regardé. « Quelle est l'occasion ?» a-t-il dit. Je lui ai parlé du contrat. Il a hoché la tête. Il n'a pas dit félicitations. Il a dit quelque chose de mieux. Il a dit « Tu l'as mérité », 3 mots plus lourds que n'importe quel trophée. Un dimanche de mars 2020, la semaine où la pandémie a tout arrêté. L'école a fermé. Mon père a été mis au chômage technique. Pour la première fois en 24 ans, il n'est pas allé au bâtiment. Je me suis rendu à son appartement et je l'ai trouvé assis à la table de la cuisine, en uniforme, les clés sur le comptoir, fixant le mur. Il n'était pas triste. Il était désorienté. Comme une horloge sans pile. Toujours la bonne forme, mais sans ce qui l'a fait fonctionner. Nous avons dîné à sa table de cuisine ce soir-là. Ça semblait étrange. Le local de fourniture était notre endroit. La cuisine était l'endroit où les autres mangeaient. Nous sommes retournés au local de fourniture dès que l'école a rouvert, et nous n'avons plus jamais mangé ailleurs. Et après le dîner, après mon départ, il est resté. Il est resté dans l'école vide, dans le calme d'un bâtiment qui accueillait 800 personnes le jour et 0 la nuit. Et il lisait.
Je n'ai pas su qu'il lisait. Avant des années. Je pensais qu'il rentrait chez lui après notre dîner. Il ne l'a pas fait. Il allait à la bibliothèque. La bibliothèque du lycée Jefferson n'avait rien de spécial. Des milliers de livres, la plupart désuets. Une rangée d'ordinateurs que personne n'a mis à jour. Et le calme poussiéreux particulier d'une pièce qui existe parce qu'une école est obligée d'en avoir une, pas parce que quelqu'un l'utilise. Mon père avait la clé. Il avait la clé de chaque pièce. Et chaque soir, de 22h30 à minuit, il s'asseyait à une table dans la bibliothèque vide et il lisait non pas des romans, non pas des magazines, mais des manuels. Il a commencé par les choses de base. Manuel de plomberie, guide de câblage électrique, code du bâtiment. Il les lisait comme il faisait tout. Méthodiquement, en commençant à la page 1 et en continuant jusqu'à la fin. Prenant des notes dans des cahiers à spirale qu'il gardait dans son casier dans la salle de fourniture. Puis il est passé au matériel avancé, au fondement de l'ingénierie structurelle, au système CVC, à la technologie de toiture, au béton et à la maçonnerie. Il a demandé des livres par le système de prêt interbibliothèque en utilisant le compte de l'école et personne ne l'a remis en question parce que personne ne fait attention à ce qu'un concierge emprunte à la bibliothèque. Puis il est allé au-delà de la construction. Il a lu sur l'investissement immobilier, sur l'évaluation immobilière, sur les ventes fiscales et les ventes aux enchères de saisies immobilières et le droit des successions, sur les LLC et les fiducies et la protection des actifs. Il a lu sur les fonds indiciels et les intérêts composés et la moyenne des coûts unitaires. Il a lu des livres écrits pour les étudiants en MBA, pour les professionnels de l'immobilier, pour les conseillers financiers, et il les a lus dans une bibliothèque de lycée vide à 23h, assis sous des lumières fluorescentes qu'il avait lui-même remplacées, à une table qu'il avait lui-même réparée. Dans un bâtiment qu'il connaissait mieux que les personnes qu'il avait conçues. Un concierge a deux choses que personne d'autre n'a, m'a-t-il dit une fois, des années plus tard, dans sa lettre, du temps et l'accès. J'avais les clés de chaque pièce de ce bâtiment, y compris la bibliothèque. Mon père a acheté sa première propriété en 2001, 3 ans avant le départ de ma mère, un bungalow à 2 chambres à Cicero qui avait été saisi après que le propriétaire ait perdu son emploi. Il l'a acheté lors d'une vente aux enchères de taxes de comté. Pour $14 200. Il l'a rénové pendant l'été, de juin à août, travaillant 10 heures par jour, 6 jours par semaine, utilisant des compétences qu'il avait acquises par lui-même grâce aux livres de la bibliothèque et aux travaux de plomberie et d'électricité qu'il effectuait chaque jour à l'école. Il l'a loué pour $850 par mois par le biais d'une SARL que son avocate, une femme nommée Parstrada, avait établie. Personne ne le savait. Ni ma mère, qui était encore mariée à lui à l'époque. Ni Bryce. Ni moi. Ni les enseignants qui passaient devant lui tous les jours, ni le directeur qui signait ses évaluations de performance, ni les parents qui le regardaient à travers lors des événements scolaires. Un concierge avait acheté une maison. Un concierge devenait propriétaire. Un concierge déployait dans le monde réel tout ce qu'il avait appris dans une bibliothèque vide à 23h. Et personne ne l'a remarqué parce que personne n'enquête sur un concierge. Personne n'audite un homme avec une serpillière. Les propriétés se sont accumulées comme elles le font toujours dans ces histoires. Lentement, patiemment, une à une, il a acheté pendant les étés. Quand son emploi du temps s'ouvrait et que l'école était vide et que le monde supposait, il ne faisait rien de plus ambitieux que de dormir tard et de regarder la télévision de jour. Il a acheté une deuxième propriété en 2003, une troisième en 2005, 2 autres en 2008 et 2009 pendant la récession lorsque les saisies immobilières ont inondé le marché et que les banques donnaient pratiquement des maisons à quiconque avait de l'argent liquide et la volonté de prendre un risque. En 2010, il possédait 7 propriétés. En 2015, 12.
En 2020, 16. Au moment de sa mort, 17. Toutes achetées lors de ventes fiscales. D'enchères de saisies immobilières ou de ventes de succession. Toutes rénovées. De ses propres mains pendant les vacances d'été. Toutes louées par l'intermédiaire de la SARL de Parstrada. Toutes invisibles pour tous ceux qui pensaient savoir qui était Clyde Tierney. Les étés étaient notre temps. À partir de mes 14 ans, l'été après le départ de ma mère, je travaillais avec mon père. Je pensais que nous faisions des travaux d'entretien pour d'autres personnes. Des petits boulots, des travaux au noir pour des propriétaires qui le trouvaient. Par le bouche à oreille. Il ne m'a jamais corrigé. Il n'a jamais dit, c'est ma maison, Gavin. Il m'a juste tendu un outil et m'a montré quoi faire. Et nous avons travaillé côte à côte sous la chaleur de juin, arrachant de vieilles cuisines et encadrant de nouveaux murs et faisant passer des tuyaux en cuivre à travers des maisons dont je ne savais pas qu'elles nous appartenaient. L'été 2015 se démarque. J'avais 15 ans. Nous avons passé juillet et août à rénover un duplex à Berrouin qui était en très mauvais état. Le toit s'affaissait. D'un côté, de la moisissure noire dans les deux salles de bain. La cuisine de l'unité supérieure avait été éventrée par quelqu'un qui avait commencé la démolition et avait abandonné à mi-chemin. Des armoires arrachées du mur, des comptoirs brisés, des tuyaux coupés et laissés ouverts. Mon père a traversé le premier jour, les mains dans les poches, évaluant tout avec les mêmes yeux qu'il utilisait pour évaluer un tuyau cassé à l'école. C'est une bonne affaire, a-t-il dit. Je pensais qu'il voulait dire que c'était un bon travail. Il voulait dire que c'était un bon investissement. Nous avons reconstruit ce duplex de fond en comble. J'ai appris à souder le cuivre cet été-là. J'ai appris à poser du carrelage. J'ai appris la différence entre les murs porteurs et les cloisons de séparation et pourquoi il ne fallait jamais toucher les premiers sans l'approbation d'un ingénieur. Mon père a travaillé à mes côtés 12 heures par jour sans se plaindre, sans s'arrêter pour plus qu'un sandwich et un verre d'eau. Fin août, nous avons peint l'extérieur en gris clair avec des garnitures blanches. Il s'est tenu sur le trottoir et l'a regardé et a dit quelque chose qu'il disait à propos de beaucoup de propriétés. Pas mal. Pas mal du tout. Il a été loué en moins de 2 semaines pour 1003 cents par mois. Je ne savais pas que le loyer allait sur son compte. Je ne savais pas que le compte existait. Il m'a tout appris pendant ces étés. Comment lire les fissures d'une fondation? Comment identifier un câblage à boutons et tubes? Comment installer une salle de bain? Des montants nus au carrelage fini. Comment accrocher des armoires de niveau? Quand les murs sont tordus. Comment réparer un toit? Couler un trottoir. Construire une terrasse. Faire passer une conduite de gaz, encadrer une lucarne. Au moment où j'ai terminé le lycée, j'avais les compétences d'un maître artisan. Il m'avait donné ma carrière sans que je sache qu'il construisait aussi la sienne. Je suis allé à l'école professionnelle pour la plomberie. J'ai obtenu ma licence à 20 ans. J'ai démarré ma propre entreprise de plomberie à 23 ans. J'ai bien réussi, 75 000 $ par an, puis 85 000, puis 90 000. J'ai acheté une petite maison à Brookfield. J'étais à l'aise. J'étais, selon toutes les mesures qui comptaient pour ma mère et sa sœur et leur monde de rénovation de cuisine et de photos de vacances, un succès. Un plombier avec sa propre entreprise et sa propre maison et son propre camion avec son nom sur le côté. Un homme qui ne lavait pas les sols. Mais chaque soir, je conduisais au lycée Jefferson et je dînais avec mon père dans le local de fourniture. Chaque soir pendant 22 ans. Pendant le lycée, pendant l'école professionnelle, pendant les premières années de mon entreprise. Pendant les années où j'étais trop fatigué ou trop occupé ou trop absorbé par ma propre vie pour vouloir traverser la ville et manger du chili entre des seaux de balai. J'y allais quand même parce que l'homme dans le local de fourniture m'avait fait des croque-monsieur la nuit où ma mère était
Parti et ne m'avait jamais rien demandé, sauf de me présenter. Et me présenter était le moins que je puisse faire pour un homme qui m'avait donné tout ce que je savais faire de mes mains. Bryce et moi ne nous sommes pas parlé pendant des années. Il est allé à l'université à Chamberg, à étudier les affaires, à trouver un emploi dans un cabinet de conseil où il gagnait bien sa vie, et s'est présenté comme Bryce Whitmore, prenant le nom de famille du deuxième mari de ma mère. Un homme nommé Denny Whitmore qui dirigeait une concession automobile et n'avait jamais frotté un sol à genoux. Il m'a appelé une fois en 2016. Nous sommes rencontrés pour un café. C'était comme parler à un étranger qui partageait mon ADN. Il a posé des questions sur papa. J'ai dit, papa allait bien. Il a demandé ce que papa faisait. J'ai dit, la même chose. Travailler à l'école. Bryce a grimacé. La même grimace que ma mère. Génétique héritée. La contraction involontaire d'un visage confronté à une information qu'il considère inférieure à lui. Il va encore faire ça pour toujours? A demandé Bryce. Il aime ça. Personne n'aime laver les sols, Gavin. Papa si. Il connaît ce bâtiment mieux que personne. Il est bon dans ce qu'il fait. Il s'en soucie. Bryce a secoué la tête. Il a payé son café avec une carte de crédit liée à un compte qui détenait de l'argent gagné grâce à un emploi où personne ne portait d'uniforme et personne ne poussait de seaux de balai et où les enfants de personne n'avait à passer devant eux dans le couloir. Il est parti. Il n'a plus jamais rappelé. Ma mère a contacté mon père 3 fois en 20 ans. Chaque fois pour de l'argent. 2010, $6 000 lorsque la concession de Denny était en difficulté. 2014, $4 000 pour la compte de l'appartement de Bryce. 2020, $8 000 pour une chirurgie. Mon père a payé à chaque fois. $18 000 au total, envoyés sans question, reçus sans remerciement. 3 appels téléphoniques en 20 ans. Chacun un retrait d'un homme qu'elle avait jugé sans valeur. Chacun a été répondu par un homme qui décrochait toujours le téléphone malgré tout. Mon père tenait des registres, chaque appel, chaque dollar, chaque date, classé dans un dossier dans son casier dans le local de fourniture, à côté des cahiers à spirale de la bibliothèque, à côté des registres de propriété, à côté des documents de la SARL. À côté des documents de fiducie que Parstrada maintenait. Tout cela caché à la vue de tous dans un local de fourniture de concierge, dans un bâtiment scolaire, derrière une porte que personne n'ouvrait parce que... Pourquoi chercherait-on un trésor dans un placard plein de seaux de balai? En 2022. Mon père a été diagnostiqué avec un cancer de l'estomac. Il me l'a dit. Un mardi soir dans la salle des fournitures. Nous venions de finir les pâtes que j'avais apportées. La radio jouait du Fleetwood Mac. Le lustre à plancher bourdonnait dans le coin comme d'habitude. Une faible vibration électrique qui faisait autant partie de notre dîner que la nourriture. Gavin, j'ai un cancer. De l'estomac. Ils l'ont trouvé tard. À quel point? Suffisamment tard pour qu'ils parlent de temps plutôt que de traitement. Combien de temps? Ils ont dit 1 an, peut-être 14 mois si j'ai de la chance. J'ai regardé la salle des fournitures, la table pliante, les 2 chaises, les étagères empilées de produits de nettoyage, le crochet au mur où pendaient ses clés, 47 clés pour chaque porte du bâtiment, les cahiers à spirale dans son casier. La radio. Diffusant Stevie Nicks chantant le tonnerre et les éclairs et les choses qui ne changent jamais. Cette pièce laide et malodorante de produits chimiques fluorescents où j'avais dîné 1 millier de fois avec mon père. C'était la seule église où j'avais jamais assisté. Et l'homme en face de moi était le seul prêtre. J'ai besoin que tu rencontres Parstrada, dit-il. Après qu'elle et tout, il y a plus dans la salle des fournitures que des seaux de balai. Il a souri en le disant.
La dernière blague qu'il ferait sur son travail, la dernière fois qu'il utiliserait le déguisement pour l'humour au lieu de la stratégie. Il a travaillé pendant 11 mois de plus. Chaque après-midi, il mettait son uniforme et arpentait les couloirs du lycée Jefferson et lavait et nettoyait. Et vidait les poubelles et réparait les tuyaux et remplaçait les ampoules. Pendant que son corps se consumait de l'intérieur. Il était plus mince, plus lent. Il a cessé de polir les sols lui-même et a laissé le gars du soir à temps partiel s'en occuper. Mais il était là chaque après-midi, poussant le seau, portant les clés, étant le concierge parce que c'était le travail et le travail était la couverture et la couverture était le fondement de tout ce qu'il avait construit. Bryce est apparu en décembre 2023. 20 ans de silence et il est entré dans la chambre d'hospice dans un manteau de cachemire, portant des fleurs, enveloppé de cellophane. Ma mère était derrière lui, plus petite que dans mes souvenirs, aux cheveux gris, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Bryce a dit « Salut, papa ». Mon père l'a regardé, puis ma mère, puis moi. Ses yeux étaient clairs malgré la morphine. Sa voix était fine mais précise. Ceux qui restent sont ceux qui héritent, dit-il. Tu le sais, Gavin. Bryce a bougé les pieds. Ma mère a pressé un mouchoir contre sa bouche. Ils sont restés 12 minutes. Mon père ne leur a plus parlé. Il a gardé les yeux sur moi tout le temps, comme s'il n'était pas dans la pièce, comme s'il était parti il y a 20 ans et n'était pas encore revenu, car de toutes les manières qui comptaient, il n'était pas revenu. Il est décédé le 18 janvier 2024, un mercredi matin, à 3 heures du matin, au milieu de la nuit. Les heures où l'école était vide et les couloirs sombres. Et la seule personne dans le bâtiment était le gardien de nuit et le fantôme d'un homme qui avait arpenté ces couloirs pendant 27 ans avec une serpillière et un secret et 47 clés qui ouvraient toutes les portes, y compris celle de la bibliothèque. Je lui tenais la main. Sa respiration était superficielle depuis 2 jours. Le rythme mécanique d'un corps exécutant son programme final. 307, ça s'est arrêté. Les moniteurs sont éteints. L'infirmière est entrée. Elle a vérifié son pouls et a noté. L'heure et a dit qu'elle était désolée. J'ai acquiescé. Je n'ai pas lâché ça. Je suis resté avec lui pendant 1 heure. Je lui ai parlé comme nous parlions dans le local de fourniture, tranquillement, sans hâte, de rien d'important et de tout ce qui comptait. Je lui ai dit que les Cubs avaient un entraînement de printemps décent. Je lui ai dit que le tuyau de l'appartement 3B de la propriété de Cicero faisait de nouveau ce sifflement et que je le réparais samedi. Je lui ai dit que la radio de la salle des fournitures avait besoin de nouvelles piles. Je lui ai dit des choses qui supposaient qu'il était toujours là parce que l'habitude de parler à mon père était plus forte que le fait de son absence. De la même manière que son habitude de faire des croque-monsieur la nuit où ma mère est partie était plus forte que le fait de son départ. Nous sommes ce que nous faisons de façon répétée. Il me l'a appris. Non pas avec des mots, mais avec 27 ans de répétition. Je lui ai dit des choses que j'aurais dû dire des années plus tôt. Que j'étais fier de lui. Que je n'avais jamais eu honte. Que la salle des fournitures était mon endroit préféré sur Terre. Que le croque-monsieur qu'il a fait la nuit où maman est partie était le meilleur repas que j'ai jamais mangé. Que rester n'était pas un sacrifice. Que rester était la décision la plus facile que j'ai jamais prise parce que l'homme de l'autre côté de la table pliante était la seule personne de ma vie qui ne m'avait jamais demandé d'être autre chose que présent. Il n'avait pas besoin que je sois un succès ou ambitieux ou impressionnant. Il avait besoin que je vienne à 21h45 avec le dîner et que je m'asseye en face de lui et que je mange et que je parle des Cubs et de la météo et des tuyaux dans l'allée. Rien de plus. C'était suffisant pour nous deux. C'était plus que suffisant. Les funérailles étaient modestes. Mon équipe de plombiers est venue. 2.
professeurs de Jefferson qui connaissaient mon père depuis des décennies et qui ont pleuré comme les gens pleurent quand ils réalisent qu'ils ont été à côté d'eux. Quelque chose de remarquable et ne l'ont jamais remarqué. Une femme nommée Pilar Estrada, que mon père connaissait apparemment assez bien pour justifier le premier rang. Ma mère et Bryce étaient assis à l'arrière. 3 semaines plus tard, Estrada m'a appelé à son bureau. Votre mère et votre frère ne sont pas inclus dans cette réunion, dit-elle. Votre père était très précis. Le bureau de part était dans un immeuble professionnel à Cicero. Petit mais méticuleux. Comme l'avait été son client. Elle avait 60 ans, dominicaine-américaine, avec des lunettes de lecture sur une chaîne et les mains fermes d'une femme qui avait passé 30 ans à gérer les secrets des autres. Elle a ouvert un dossier. Votre père est venu me voir en 2000. Dit-elle. Il y a 24 ans. Il avait 31 ans. Travaillait comme concierge dans un collège. Et il s'est assis sur cette chaise. Et a dit, Pilar, j'ai besoin d'une SARL que personne ne peut associer à un concierge, et j'ai besoin d'une fiducie qui protégera tout ce que je construis. De la femme qui va me quitter. Il savait Gavin depuis des années avant qu'elle ne parte. Il le voyait comme il voyait tout, tranquillement, en arrière-plan. Comme un concierge voit. Elle a exposé l'architecture. 17 propriétés. Éparpillées dans les banlieues ouest. Cicero, Berwyn, Brookfield, Long Ranch. Riverside, Lyon, Stickney. Achetées entre 2001 et 2022 pour des prix allant de 14 000 à 4 000 $. Toutes acquises lors de ventes aux enchères fiscales, de saisies immobilières ou de liquidation de succession. Toutes rénovées par mon père pendant les vacances d'été. Toutes louées par l'intermédiaire de la SARL. De par Strada. Toutes générant des revenus qui ont été réinvestis, capitalisés et développés pendant plus de 2 décennies. Valeur estimée actuelle du portefeuille immobilier, 11,5 millions de $. Revenus locatifs réinvestis dans des fonds indiciels depuis 2006, 7,8 millions de $. J'ai fixé les chiffres sur la page. 11,5 millions de $ en maison qu'un concierge avait acheté avec les économies d'un concierge et rénové avec les mains d'un concierge pendant les étés libres d'un concierge. J'ai regardé par de l'autre côté du bureau et j'ai senti quelque chose bouger en moi. La façon dont une fondation bouge quand on enlève un mur et que le poids se redistribue. Tout ce que je pensais savoir de la vie de mon père se réorganisait. Chaque dîner dans la salle des fournitures. Chaque été de travaux de rénovation. Chaque fois que je pensais que nous faisions des petits boulots pour des inconnus. Chaque maison que j'ai peinte et dont j'ai fait la plomberie et le carrelage en pensant que j'aidais mon père à gagner quelques centaines en espèces. Chacune de ces maisons était la sienne. Chacune d'entre elles. J'avais passé 6 étés à construire l'empire de mon père. Et il m'avait laissé croire que je construisais les cuisines des autres parce que me dire la vérité aurait changé les dîners. Aurait changé la façon dont je le regardais. Aurait introduit de l'argent dans une relation bâtie sur des seaux de balai et des croque-monsieur et le simple fait d'être là. Il y a une propriété de plus, dit par la plus importante. En 2021, le district scolaire avait mis en vente l'ancien bâtiment du collège Lincoln. Le bâtiment où mon père avait commencé sa carrière de concierge en 1996. Le bâtiment où j'avais fait ma 7e et 8e année. Le bâtiment où ma mère s'était assise à la soirée parents-professeurs et avait regardé mon père vider la poubelle. Il avait été fermé pendant 3 ans après la consolidation du district. Le terrain était de 2,4 acres dans un couloir qui était en train d'être rezonné pour un développement résidentiel et commercial à usage mixte. Mon père connaissait ce bâtiment mieux que quiconque. Il l'avait entretenu pendant 8 ans. Il connaissait chaque tuyau, chaque fil, chaque poutre structurelle, chaque mètre carré des fondations. Il savait que le terrain était plus grand que ce que montraient les registres du cadastre parce qu'il avait
Lui-même parcourut la ligne de propriété et trouvait une erreur d'arpentage qui ajoutait un quart d'acre. Il connaissait la composition du sol parce qu'il avait creusé des tranchées pour les réparations de drainage. Il savait que le conseil de zonage était sur le point de reclasser le couloir parce qu'il avait lu les procès-verbaux des réunions du comté à la bibliothèque pendant 15 ans. Il l'a acheté aux enchères pour 185 000 $. Il était le seul enchérisseur. Personne d'autre n'a vu ce qu'il a vu. Personne d'autre n'avait passé 8 ans à entretenir le bâtiment et 25 ans à lire sur l'immobilier dans une bibliothèque vide à 23 heures. 6 mois avant sa mort, un promoteur a contacté par Strada pour acheter le terrain de l'ancien collège Lincoln dans le cadre d'un projet de développement à usage mixte. L'offre était de 8,2 millions de $. Valeur totale de la succession, 11,5 millions de $ en propriété locative, 7,8 millions de $ en investissement, 8,2 millions de $ dans l'affaire de l'école, soit 27,5 millions de $. Parma lut la lettre. Mon père l'avait écrite dans le local de fourniture du lycée Jefferson, à la table pliante où nous avions dîné 1 millier de fois, d'une écriture stable et précise. Malgré le cancer qui rongeait son estomac. Gavin, tu as dîné avec moi dans un placard plein de seaux de balai pendant 22 ans. Tu ne t'es jamais plaint. Tu n'as jamais dit que ça sentait mauvais ou que les chaises étaient inconfortables. Ou que la nourriture serait meilleure à une vraie table. Tu es venu chaque soir. Parce que j'étais là et c'était suffisant pour toi. C'était suffisant pour moi. Aussi. Plus que suffisant. L'école m'a tout donné. Un salaire, un emploi du temps avec des étés libres. Les clés de chaque pièce, y compris la bibliothèque. Et un déguisement que personne ne verrait jamais. Un concierge. L'homme invisible, l'homme qui lave le sol pendant que tout le monde marche dessus. Il marchait sur le sol que je nettoyais et il ne regardait jamais en bas. Ils ne se sont jamais demandé qui était sous eux. J'étais sous eux tous les jours à genoux à frotter. Et pendant que j'étais là, j'apprenais. Chaque nuit à la bibliothèque, chaque livre que je pouvais porter, chaque chiffre que je pouvais calculer, j'ai construit ça de fond en comble, Gavin, littéralement. Et je l'ai construit pour toi parce que tu es celui qui est venu à la salle des fournitures. Tu es celui qui a apporté le dîner. Tu es celui qui s'est assis en face de moi et m'a traité comme si j'étais quelqu'un qui valait la peine d'être en face. Ceux qui restent sont ceux qui héritent. Tu es resté. Avec amour. Papa. J'ai roulé jusqu'au lycée Jefferson ce soir-là. Je me suis garé sur le parking. Je suis allé au couloiret. J'ai utilisé la clé que Par m'avait donnée, la clé de mon père, celle qui ouvrait la porte de la salle des fournitures. Je me suis assis à la table pliante, la radio était toujours là, le mini-réfrigérateur, les étagères, le seau de balai dans le coin, le crochet au mur où pendaient ses clés. Je suis resté là pendant 2 heures. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas allumé la radio. Je suis juste resté dans la pièce où mon père et moi avions partagé 1 millier de repas. Et j'ai laissé le silence remplir l'espace qu'il occupait. Et j'ai compris enfin complètement ce qu'il m'avait dit. Chaque soir pendant 22 ans sans jamais le dire à voix haute. Que le sol est le meilleur endroit pour voir la vérité parce que quand on est à genoux, on voit ce que tout le monde ignore. Bryce a appelé en mars. Je lui ai tout dit. Il est resté silencieux pendant longtemps. Puis il a dit la chose que les gens disent. Toujours quand ils découvrent que la personne qu'ils avaient écartée valait plus qu'ils ne l'imaginaient. Combien ? 27,5 millions. Ce n'est pas possible. C'était un concierge. C'était un concierge qui a lu tous les livres de la bibliothèque scolaire pendant 27 ans et a acheté 17 maisons pendant ses étés libres et les a rénovées lui-même et les a louées par le biais d'une SARL et a investi les revenus locatifs dans des fonds indiciels pendant 2 décennies.
C'était un concierge, Bryce, et il était plus intelligent que toutes les personnes qui l'ont jamais contourné dans le couloir. Je veux contester le testament. Tu peux essayer. La fiducie est irrévocable. La clause anti-contestation te fera perdre toute réclamation que tu pourrais avoir et t'exposera à la totalité des frais juridiques. Le dossier d'éloignement contient 20 ans de documentation, y compris ton journal de contact, qui montre 0 appel, 0 visite, 0 carte d'anniversaire, 0 reconnaissance d'aucune sorte que l'homme existait. Il contient également les emails entre toi et maman. D'octobre 2023. Quels emails? Ceux où tu as écrit, et je cite, c'est un concierge, maman. Un concierge. Aucun tribunal ne croira qu'il a construit ça. Lui-même. Ceux où toi et maman aviez prévu de déposer une pétition de curatelle. Pour faire déclarer papa mentalement incompétent afin que vous puissiez prendre le contrôle de ses biens. Ceux où vous avez supposé qu'un homme qui l'avait les sols ne pouvait pas comprendre les structures de fiducie ou gérer des investissements. L'avocat de papa a les originaux. Papa avait des copies dans son casier à l'école. Il les gardait à côté de ses cahiers à spirale de la bibliothèque. 27 ans de notes, Bryce. 27 ans d'un homme qui s'est tout appris. Pendant que le monde supposait qu'il ne savait rien. Bryce est resté silencieux. À nouveau. Plus longtemps cette fois. Puis il a dit ce qu'il disait toujours. Face à une vérité qui contredisait son récit. J'avais 15 ans quand je suis parti. Tu avais 15 ans quand tu es parti. Tu avais 35 ans quand tu as essayé de le faire déclarer incompétent. Quelle est ton excuse pour ça? Il n'en avait pas. Il a quand même menacé de prendre un avocat. Pilar Estrada a répondu par un dossier de 40 pages qui comprenait le dossier médical complet de mon père, une évaluation cognitive administrée 10 mois avant sa mort montrant des scores au 94e centile. 22 ans de décisions financières sophistiquées documentées dans les registres de propriété et les relevés d'investissement, et la chaîne complète de courriels planifiant la tentative de curatelle. Le dossier comprenait également un enregistrement hospitalier de décembre 2023 dans lequel Bryce, debout au chevet de mon père, avait dit « Papa, tu ne vas pas bien. Tu as besoin de quelqu'un pour gérer tes affaires. Laisse-moi t'aider. » Mon père n'avait pas répondu. Il avait appuyé sur enregistrer ou sur son téléphone, dans la poche de sa blouse d'hôpital. Et avait laissé Bryce parler pendant 9 minutes. Documentant chaque mot d'une tentative de s'emparer d'une fortune d'un homme mourant qu'il croyait encore trop simple pour l'avoir construite. La contestation a été retirée en 8 jours. Ma mère a appelé le lendemain. J'ai répondu parce que je le devais à l'homme de la salle des fournitures de dire ce qui devait être dit. Gavin, je veux comprendre ce qui s'est passé. Papa a lavé les sols pendant 27 ans et a amassé 27,5 millions pendant que tu passais devant son école et que tu t'apitoyais sur toi-même. Ce n'est pas possible. Tu continues à dire ça. Bryce l'a dit aussi. Ce n'est pas possible. Un concierge ne peut pas faire ça. Un homme qui lave les sols ne peut pas comprendre l'immobilier. Un homme qui nettoie les toilettes ne peut pas lire des livres sur l'investissement. C'est exactement ce sur quoi papa comptait. Votre incrédulité était son plus grand atout. Tant que vous croiriez que c'était impossible, vous ne regarderiez jamais. Et vous ne l'avez jamais fait. Pas une seule fois en 20 ans. Comment a-t-il appris? La bibliothèque, maman. La bibliothèque de l'école. Chaque soir après son quart de travail, il restait dans le bâtiment et s'asseyait à la bibliothèque et lisait pendant 27 ans. Des manuels sur la construction, l'immobilier, l'investissement, le droit fiscal. Les structures de fiducie. Il s'est donné l'éducation que vous pensiez qu'il était trop stupide pour poursuivre. Il l'a fait dans le même bâtiment où vous
Aviez honte qu'il travaille. Pendant que tu étais à Chamberg à dire à ta sœur comment il lavait les sols, il était à la bibliothèque à lire sur les intérêts composés et les règlements de zonage et comment structurer une fiducie irrévocable. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir. Tu as décidé qui. Il était en 1996 et tu n'as jamais révisé l'évaluation. Ce n'est pas son échec. Maman. C'est le tien. Elle pleurait. Non pas les larmes contrôlées d'une femme. Qui négocie. De vraies larmes. Le genre qui vient de comprendre trop tard que l'histoire qu'on se racontait était fausse depuis le début. Il a acheté l'ancien collège Lincoln, j'ai dit. Le bâtiment où tu t'es assise à la soirée. Parent professeur. Le bâtiment où tu l'as regardé vider la poubelle pendant que Madame Carmichael parlait de mon potentiel. Il l'a acheté aux enchères. Pour 185 000 $. Et maintenant, il vaut 8,2 millions de $. Le bâtiment qui t'embarrasser vaut plus que tout ce que tu as jamais possédé ou gagné ou espéré. Elle a fait un son qui n'était pas un mot. Quelque chose entre un halètement et un gémissement. Le son d'une fondation qui se fissure. M'a-t-il pardonné? J'ai pensé à la salle des fournitures, à la table pliante, aux deux chaises, à la radio, au seau de balai. 22 ans de dîner entre l'eau de Javel et la cire à plancher. Pas une seule fois il n'a mentionné son nom, ni avec colère, ni avec tristesse. Elle avait été éditée de son histoire comme on édite une faute de frappe d'un document. Proprement, complètement, comme si elle n'avait jamais été là du tout. Il n'avait pas besoin de te pardonner, maman. Il était trop occupé à lire. J'ai raccroché. J'ai conduit à l'école. Je me suis assis dans la salle des fournitures. J'ai mangé un croque-monsieur que j'avais fait à la maison et apporté dans du papier aluminium, de la même manière que j'apportais le dîner chaque soir pendant 22 ans. Je l'ai mangé seul à la table, pliante avec la radio qui jouait et le seau de balai dans le coin et la lumière fluorescente qui bourdonnait au-dessus. Et j'ai pensé à un garçon de 12 ans, mangeant un croque-monsieur dans une cuisine soudainement à moitié vide et à un homme qui disait « As-tu mangé ?» et rendait tout simple quand le monde s'effondrait. Je vais toujours dans la salle de fourniture. Le lycée Jefferson. À un nouveau concierge maintenant, un homme plus jeune qui ne sait pas ce qui s'est passé dans cette pièce. Mais avec l'accord de la directrice, qui a appris la vérité après la mort de mon père et a pleuré dans son bureau pendant une heure, j'ai une clé. J'y vais les mardis soirs. J'apporte le dîner. Je m'assois à la table pliante et je mange seul. Et j'écoute la radio et je regarde les étagères et le seau de balai et les lumières fluorescentes. Je me souviens qu'après les funérailles, je suis allé au casier de mon père dans la salle des fournitures. La combinaison était dans les dossiers de part. À l'intérieur, j'ai trouvé les cahiers à spirale. 27 ans d'entre eux, un pour chaque année où il a travaillé à l'école. Les premiers, de 1996 et 97, sont remplis de notes de la bibliothèque. Fondamentaux de la plomberie, résumé du code électrique, liste de contrôle d'inspection des bâtiments. Son écriture était soignée et délibérée. L'écriture d'un homme qui s'enseignait une langue que personne ne croyait qu'il pouvait parler. Les cahiers ultérieurs sont plus confiants. Évaluation immobilière, projection de flux de trésorerie, recherche sur les ventes fiscales, comparaison de marché entre les quartiers, notes sur la performance des fonds indiciels. Calcul d'intérêt composé s'étendant sur des décennies. Le cahier de 2021 contient l'entrée concernant l'enchère du collège Lincoln. Il avait écrit en lettres capitales précises. Bâtiment 4. 2,4 acres confirmés. Erreur d'arpentage ajoute 0,23 acres sur la limite sud. Reclassification de zonage en attente T3. Valeur estimée après développement 7 à 9 millions. Estimation d'enchère actuelle inférieure à 200 000 $. Personne d'autre ne le
voit. Bien. Personne d'autre ne le voit. C'était la phrase qui m'a brisé Pars. Que ce n'était pas une vantardise. C'était une observation. La même observation qu'il faisait depuis 27 ans depuis le sol d'un bâtiment scolaire pendant que tout le monde le contournait. Il voyait ce que personne d'autre ne voyait Pars. Qu'il était dans une position que personne d'autre n'occuperait à genoux haut. Niveau du sol où la vérité réside. J'ai également trouvé derrière les cahiers une photographie. Moi à 14 ans, assis à la table pliante dans la salle des fournitures, mangeant un hamburger du fast-food en bas de la rue. Je ne me souviens pas que la photo ait été prise. Je ne sais pas qui l'a prise, mais je sais quand elle l'a été. C'était le premier dîner, la première nuit après le départ de ma mère. La première fois que j'ai apporté de la nourriture à la salle des fournitures et que je me suis assis en face de mon père entre les seaux de balai et les produits de nettoyage et les piles de serviettes en papier. Le premier d'un millier. J'ai 14 ans sur la photographie et je souriais. Je n'ai pas l'air d'un garçon dont la mère vient de partir. J'ai l'air d'un garçon qui est exactement à sa place. Je l'ai encadré. Il est sur ma table de chevet à côté de la clé. Il a été à genoux pendant 27 ans à frotter les sols, nettoyer les toilettes, vider les poubelles, se faire contourner par des gens qui ne regardaient jamais en bas. Et pendant qu'il était là, plus près du sol que quiconque dans le bâtiment, il a vu ce que personne d'autre ne pouvait voir. Que le sol est l'endroit où se trouvent les fondations. Que la position la plus basse est la meilleure position pour construire. Et qu'un homme avec une serpillière et une carte de bibliothèque et 47 clés peut bâtir un empire de zéro. Pendant que le monde entier marche sur lui et ne regarde jamais en bas. 27,5 millions. 17 propriétés. Une école. 27 ans de nettoyage et un fil qui apportait le dîner dans un local de fourniture parce que l'homme à l'intérieur méritait de manger un repas chaud avec quelqu'un qu'il aimait. Ceux qui restent sont ceux qui héritent. Je suis resté. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Avant de partir, j'ai laissé 2 autres histoires ici sur votre écran. Toutes 2. D'hommes qui ont découvert que la famille n'est pas toujours celle avec qui vous êtes né. C'est celle qui vous soutient lorsque la vérité éclate. Cliquez sur celle qui vous appelle. Et si vous voulez rejoindre notre communauté de personnes qui comprennent ce que c'est d'être l'outsider qui observe, cette cloche de notification est votre invitation. Jusqu'à demain, n'oubliez pas. Votre histoire compte, même s'ils ont essayé de l'effacer.